Bonjour et bienvenue dans le journal de vuedailleurs.com, le site d'information qui décrypte l'actualité dans tous les domaines, de la politique à la culture en passant par l'économie. Vous retrouvez des interviews, des décryptages ou encore des billets d'humeur avec toujours la même philosophie. Les opinions sont libres mais les faits sont sacrés. On commence d'abord par nous intéresser dans un premier temps à l'actualité internationale. Vous le savez, depuis le début de la pandémie du coronavirus, c'est la course au vaccin. Les plus grands laboratoires pharmaceutiques s'activent avec l'espoir d'en élaborer un d'ici 2021 ou à la fin de cette année pour les plus optimistes. Une recherche qui nécessite des financements. Aux États-Unis, on a beaucoup entendu parler de l'implication de Bill Gates, le milliardaire américain qui avait en quelque sorte prédit ce scénario cauchemar en 2015, investi des millions par le biais de sa fondation Bill and Melinda Gates. Pour vous donner une idée de l'ampleur des dons, cette fondation, qui est la plus riche du monde, représente le premier contributeur privé au budget de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le début de la crise, il a investi plus de 250 millions de dollars et reste en contact avec les programmes de recherche les plus innovants sur le vaccin, comme l'Institut Jenner à l'université d'Oxford. Alors, philanthrope excessif ou sauveur de la planète, c'est la question qui se pose sur vuedailleurs.com. Si des chercheurs ont déjà mis au point un premier vaccin expérimental le mois dernier, appelé ChAdOx-INCoV-19, il faudra encore du temps avant des résultats probants, car ce virus est particulièrement complexe et c'est la première fois qu'un vaccin efficace contre le corona humain est mis au point. De son côté, Bill Gates, qui est dernièrement devenu la cible privilégiée des complotistes américains, reste focalisé sur l'avancée des recherches de ce vaccin dont il assurera une production massive si celui-ci fonctionne. Dans quelques instants, on reviendra en France avec l'imbroglio juridique du second tour des élections municipales. On va maintenant s'intéresser aux actualités françaises et souvenez-vous, c'était le 15 mars dernier, la veille de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron. Les mairies accueillaient les citoyens pour le premier tour des élections municipales dans une ambiance inédite avant que la France soit arrêtée pendant 2 mois. Le second tour reporté laisse de nombreuses interrogations juridiques sur son organisation. Pour en parler, je reçois Jean-Philippe Morel, avocat au barreau de Dijon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Jean-Philippe, pourquoi le second tour constitue un véritable imbroglio juridique ? Alors c'est un imbroglio juridique, mais c'est d'abord une nécessité démocratique et je dirais aussi un impératif économique d'en terminer avec ce processus électoral, car un seul chiffre, mais 70% de la commande publique est passée par les communes et les intercommunalités, et on est aujourd'hui dans une situation exceptionnelle. C'est la première fois sous la Ve République qu'une élection a été interrompue entre les 2 tours pour des raisons évidemment qu'on connaît, qui sont des raisons sanitaires impérieuses. Alors c'est un imbroglio juridique dans la mesure où certaines communes ont déjà pu élire l'intégralité de leur conseil municipal et les maires vont d'ailleurs être désignés par les conseils municipaux dans ces cas de figure dans les jours qui viennent. Mais d'autres communes, 5000 communes et non des moindres, telles que Paris, Lyon, Marseille, n'ont toujours pas pu désigner leur conseil municipal puisqu'un second tour est nécessaire. Alors comment le gouvernement du coup envisage la reprise de ce second tour ? Alors le gouvernement va se prononcer aujourd'hui, après avoir beaucoup consulté, puisque le gouvernement recherchait manifestement un consensus politique large. Et évidemment, sa décision est liée au contexte sanitaire, donc le rôle du conseil scientifique est évidemment fondamental. Un premier avis a été rendu qui donne, je dirais, un feu orange du conseil scientifique pour l'organisation du 2e tour le 28 juin. Mais le gouvernement veut prendre toutes les précautions et entend demander au conseil scientifique 15 jours avant l'élection prévue, c'est-à-dire vers le 12-13 juin, de savoir si le 28 juin, les élections pourront se tenir. Et est-ce que vous pensez que refaire voter l'intégralité des communes de France, ce serait une bonne solution ? Ça a été envisagé, je crois. Ça a été envisagé, mais la difficulté est que les communes vont désigner dans les jours qui viennent, celles qui ont pu en terminer avec le processus électoral le 15 mars, vont désigner leur maire prochainement, alors que celles où un 2e tour est nécessaire, soit c'est le 28 juin, soit on refait tout intégralement. Mais ça pose une vraie question juridique. Le premier tour n'aurait donc pas la même valeur
selon que le conseil municipal a été élu le 15 mars dernier dans son intégralité ou pas. Et on peut considérer que ça pose de vraies questions juridiques, notamment devant le principe d'égalité de tous devant la loi, le principe d'égalité de tous devant le suffrage universel. Donc je pense qu'il est nécessaire de conserver le premier tour et d'en terminer le 28 juin. Merci beaucoup Jean-Philippe Mourin de nous avoir éclairé sur cette question. Juste après la pause, focus sur les actualités économiques et sociales avec notre invité Philippe Simoneau, essayiste et économiste qui nous parlera de la zone euro. Sur vuedailleurs.com, l'actualité économique entre la France et l'Allemagne a été le sujet d'un article intitulé « Zone euro vers une explosion de l'euro » rédigé par Philippe Simoneau, essayiste et économiste avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous parlez de la France et de l'Allemagne comme deux nations au bord du divorce après l'arrêt que la Cour constitutionnelle allemande a rendu mardi 5 mai dernier, mettant en cause à la fois l'indépendance de la Banque centrale européenne et la prééminence de la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi cette annonce a-t-elle créé un tollé ? Elle a créé un tollé parce qu'elle met en cause fondamentalement la légitimité de la Banque centrale européenne. Et en fait, cet avertissement est tellement grave et tellement dangereux pour l'existence même de l'euro que, comme la réponse du berger à la bergère, ou de la bergère au berger, Angela Merkel a très vite accepté de lancer ce plan de 500 milliards d'euros d'emprunt communautaire avec M. Macron, avec Emmanuel Macron. Et donc, c'est dire que la situation est vraiment sérieuse pour qu'on soit arrivé là. Et d'une certaine manière, l'avis de la Cour constitutionnelle allemande, qui a montré que la BCE, la Banque centrale européenne, était sortie des clous, est un avertissement qui est pris très au sérieux, y compris, évidemment, par la chancelière. Alors, vous parlez de l'explosion de l'euro. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est inévitable selon vous ? Elle est difficilement évitable. On va faire tout, évidemment, parce que la bonne nouvelle quand même, c'est la relance du couple franco-allemand. Rien ne pourra se faire en Europe sans une alliance, sans une connivence, sans une complicité entre la France et l'Allemagne. Donc, je considère que l'accord qui a été conclu par Merkel et Macron est une très bonne nouvelle. Enfin, il faut pousser dans ce sens. Malheureusement, d'abord cet accord, le moteur franco-allemand n'est pas aussi puissant qu'il l'était il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'il faut convaincre l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède d'adopter ce plan, ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le siècle, au XXe siècle, où tout se passait entre la France et l'Allemagne. Il y a des réticences, et d'autre part, l'euro est véritablement en danger. Il n'y a qu'à surveiller ce qui se passe du côté des taux italiens pour se rendre compte que la politique de Mme Lagarde n'est pas la présidente de la Banque centrale européenne, est vue avec méfiance par les marchés. Et évidemment, si les taux d'intérêt augmentaient en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, ça serait extrêmement dangereux et signalerait une possible explosion de l'euro. Merci beaucoup Philippe Simoneau d'avoir éclairci un petit peu cette actualité brûlante dans l'actualité économique. Restez avec nous, on va évoquer dans quelques secondes les actualités culturelles dans ce JT de vuedailleurs.com. La dernière partie de ce JT est consacrée à l'actualité culturelle, plus particulièrement l'actualité du tourisme en cette période de crise sanitaire. Dans un article que vous pouvez retrouver sur vuedailleurs.com, Michel Durieux, directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine et conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, a rebondi à une affirmation tenue par Éric Lombard, directeur général du groupe Caisse des dépôts.
Ce dernier a affirmé que le tourisme a été très désintermédié par des grandes plateformes américaines telles que Airbnb ou Booking.com et que la France était actuellement en train de développer une plateforme qui permettra aux touristes d'avoir accès à l'offre touristique française sans passer par des concurrents de taille comme Airbnb. Pour Michel Durieux, il s'agirait là d'un nouveau gouffre financier car la France n'a pas les moyens de rendre ce type d'offre visible à l'aide du référencement par exemple. Cela explique notamment qu'aucun moteur de recherche européen n'a su concurrencer Google, mais aussi le fait que la France ait dû vendre ses plateformes comme La Fourchette ou Abritel à des géants du numérique. Alors ce projet français pourrait-il quand même renverser la tendance? Pour cela, il faudrait qu'il offre des taux inférieurs à ceux de ses voisins Airbnb ou Booking, dont on reproche des commissions trop élevées et assurées en termes de promotion et de référencement. À titre de comparaison, depuis 2 ans, l'État français ne verse que 32 millions d'euros à Atout France, l'agence de développement touristique française, tandis que plusieurs milliards sont investis dans la communication de Booking. Le plus réaliste serait que le groupe Accor se saisisse de cette opportunité grâce à un financement public, même s'il avait déjà tenté de lancer sa plateforme en 2015, qui s'est soldée par un échec cuisant 18 mois plus tard, causé par un modèle économique pas efficace ni rentable. Quoi qu'il en soit pour Michel Durieux, l'essentiel en ces temps de crise reste d'aider les professionnels du secteur et de leur donner les moyens de sortir la tête de l'eau pour reprendre rapidement leurs activités, tandis qu'une solution digitale made in France ne serait pas une réponse réaliste aux troubles que traversent actuellement les hôteliers, les restaurateurs et autres sites touristiques. Merci beaucoup d'avoir suivi le JT de vuedailleurs.com. Retrouvez évidemment tous les sujets que nous avons évoqués sur le site internet. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.